tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à la scolarité et à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec l'ami Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrick. On y va pour le sommaire. Le Mag qui fait escale aujourd'hui. Eh bien en Seine-et-Marne, direction Montereau-Foyonne, un petit peu plus de 23 000 habitants et bon nombre de nouveautés en cette année scolaire 2024-2025. On revient sur ses réussites éducatives dans un instant avec notre invité. La ville qui met un point d'honneur à faciliter l'orientation, notamment de ses élèves. Quel accompagnement, avec quel dispositif. Le but, c'est aussi que ces lycéens, forcément, fassent leurs études à Montereau. On verra quelle est l'offre concernant, justement, l'enseignement supérieur dans un instant. Il y aura une loupe, bien évidemment. C'est avec Alix. Oui, je vous parle d'un incubateur dédié à l'insertion des jeunes et ça se passe à Montereau. C'est magnifique. On y va. Bonjour Stéphane Dervillers. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'adjoint au maire délégué à la vie scolaire, à la jeunesse, à l'enseignement supérieur, à la formation et à l'emploi, bien évidemment, à Montereau-Foyonne. Montereau-Foyonne, c'est un peu dur à dire. Ça se trouve où? C'est pas loin de Provins, j'ai vu, c'est ça? Donc on est au sud de la Seine-et-Marne, un petit peu en dessous de Fontainebleau. C'est ça, Fontainebleau, Provins. Voilà. On est bien combien d'habitants? On est à 22 000, 23 000 habitants. Ouais. Une ville très jeune, avec quelques difficultés et beaucoup d'atouts. Et beaucoup d'atouts, une ville très jeune, alors pas loin de 23 000 habitants. On a fait beaucoup d'émissions et c'est vrai qu'au dernier congrès de l'AMF, au dernier congrès des maires de France à la porte de Versailles, à Paris, c'est vrai qu'avant même de parler de budget, le premier mot qui revenait, c'était déficit démographique. On a l'impression que vous n'y êtes pas encore confronté. Dans les atouts, on a notre jeunesse. Et notre jeunesse, c'est 6 000 personnes, enfin 6 000 jeunes de moins de 18 ans dans la ville. Et nous, on a envie de les voir comme 6 000 réussites potentielles. Ouais, 6 000 réussites potentielles, pas de problème démographique, en tout cas pas encore. Vous êtes enseignant? Je suis enseignant au lycée André Malraux depuis 1993, après y avoir été élève. Je suis rentré en 80. Vous êtes vraiment un bébé de Montereau. Ouais, exactement. Toute votre scolarité, et aujourd'hui, vous rendez ce que la ville... C'est une ville que je connais bien. Vous a rendu, effectivement. La rentrée 2024-2025 a été, si je ne m'abuse, placée sous le signe de la nouveauté ou des nouveautés, à commencer peut-être par la restauration scolaire. C'était un pilier important justement de votre stratégie de développement. Donc ça, c'est la grosse nouveauté de 2025. On était en restauration industrielle depuis plusieurs années et ça posait plusieurs problèmes, notamment d'un point de vue écologique, puisqu'on avait à peu près 400 000 km par an de transport pour livrer les repas. Ensuite, c'était livré en liaison froide, donc avec des barquettes plastiques, ce qui génère du déchet. Et donc, on a trouvé plusieurs vertus à refabriquer les repas dans notre cuisine industrielle. Cuisine industrielle qu'il a fallu remettre à niveau. Avec 1500 repas à jour, c'est ça? 1 million d'euros de travaux et on livre actuellement 2000 repas par jour. Même 2000 repas par jour, d'accord. Voilà. Et donc, on travaille avec les producteurs locaux. On travaille en liaison chaude, c'est-à-dire que les repas sont fabriqués le matin et livrés ensuite dans les écoles. On ne génère plus de déchets plastiques. Voilà. Donc, et d'un point de vue gustatif, j'imagine? Alors, d'un point de vue gustatif, c'est meilleur. Après, il y a eu une période un petit peu difficile dans la mise en route de cette cuisine centrale, puisqu'il a fallu tout réapprendre. Mais bon, on a eu 2-3 semaines un peu compliquées. Maintenant, c'est rien, 2-3 semaines. C'est la mise en place, c'est rien du tout. Et maintenant, effectivement, ça a trouvé son rythme de croisière, Alix. Et cette mise en place, ça passe aussi par la sensibilisation des jeunes à la gestion des déchets, au gâchis? Alors, on y va pas à pas, c'est-à-dire qu'on a du tri en fin de repas. Maintenant, on doit encore mettre en place toute la suite sur le compostage, mais bon, ça va arriver bientôt. On a quand même le sentiment que la question éducative a été priorité parmi les priorités effectivement de votre ville. Comment ça se traduit sur le plan de l'offre éducative et à hauteur de quel budget? On a l'impression que vous ne lésinez pas sur les moyens. On a vraiment mis le paquet sur l'éducation. Pour vous, c'est pas un coût, c'est un investissement, l'éducation. Exactement. Nous, on l'a toujours vu comme ça. Nos jeunes, c'est les citoyens de demain et on a tout intérêt à ce que nos jeunes soient en réussite. Et on a pris le problème à la base, dès les écoles maternelles. Et puis ensuite, on a essayé de trouver des solutions à chaque fois qu'on rencontrait des problèmes, quelle que soit la strate des jeunes concernés. Donc,
en commençant par la maternelle, par exemple, on a mis en place des clubs langage dans toutes les maternelles. C'est quoi des clubs langage ? Donc des clubs langage, chaque école propose 5 enfants qui ont des difficultés sur l'apprentissage de l'expression orale. Et tous les soirs de la semaine, ils sont pris 1 heure après l'école avec c'est des enseignants qu'on appelle animateurs et qui font retravailler mais sur du ludopédagogique. Oui, toujours sous forme de jeu. Les enfants et les parents sont associés. D'accord. Parce que ça, c'est une des grandes priorités dans notre vision de l'éducation, c'est cette notion de coparentalité et de coéducation. Et donc les parents sont associés systématiquement quand on lance des dispositifs. Au CP, on a mis les coups de pouce clés, donc c'est exactement le même principe. Tous les soirs après l'école, 5 enfants par école ont accès aux coups de pouce clés. L'idée étant de bien démarrer la scolarité et de donner ce petit coup de pouce aux enfants qui ont besoin d'un petit peu plus de temps et d'un petit peu plus d'accompagnement. Donc on est sur 40 enfants en grande section et 40 enfants en CP qui sont accompagnés par ces dispositifs. Au final, Stéphane, vous avez surfé sur la priorité parentalité qui était grande cause nationale en 2021, vous avez surfé et vous vous êtes dit que ça n'allait pas être 1 ou 2 années, mais que ça devait être effectivement sur le long cours. Cette cause, elle sera sur toute la durée du mandat et on a des actions qui sont différentes parce qu'en fait on s'est rendu compte que de vouloir attaquer la parentalité en frontal en disant on va discuter, une sorte d'injonction, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait on s'est rendu compte que les parents se sentaient peut-être stigmatisés. C'était pas la bonne approche. Donc on est en train d'essayer d'aller au plus près des parents et de discuter plutôt en micro qu'en macro. Dans quel cadre vous discutez avec ces parents justement ? Donc là on va essayer de passer par les écoles. Donc sur le mois de janvier, on va aller aux sorties d'école avec des partenaires de l'éducation et essayer de rencontrer les parents et d'enclencher une dynamique de discussion mais aussi de prospective sur comment on peut travailler ensemble. Et la première difficulté, c'est de se rencontrer en fait. Une fois qu'on s'est rencontrés... briser la glace, qu'ils comprennent que c'est pour l'intérêt de leur enfant. Bien, ça, ils le comprennent, c'est évident. Mais la difficulté, c'est de franchir le pas, puis aussi de s'affranchir du regard de l'autre. C'est-à-dire que, oui, je viens discuter parentalité, ça veut dire que je suis en difficulté. Non, on n'est pas forcément en difficulté, on peut simplement avoir besoin de se renseigner. Et puis, on a besoin d'échanger en tant que parent. Et les problématiques sont tellement nombreuses que... se retrouver parfois un peu démunis, c'est juste normal. Vous, de votre point de vue d'enseignant, ce qui leur manque, c'est aussi une méthodologie, par exemple, pour l'aide aux devoirs ? Mon point de vue d'enseignant, c'est que pour arriver à faire sa vie d'adulte, il faut avoir les codes, il faut avoir les compétences et il faut avoir la confiance. Si on a les trois... Moi, je viens participer à une émission de télé, c'est la première fois que je le fais. Si j'ai pas confiance en moi, je refuse, je viens pas vous voir. Et donc, on a essayé de travailler sur ces 3 C, code, confiance et compétences, et au plus tôt. Et peut-être qu'on parlera des classes à thème tout à l'heure. Mais tout de suite, même justement, ça poursuit de cette logique, justement, les classes à thème. Ça s'adresse à quels enfants, les classes à thème ? Donc les classes à thème, c'est quelque chose qu'on a mis en place à partir du CE2. Et les enfants vont avoir une activité sur 3 ans. Le temps long nous a paru quelque chose d'important parce que quand on veut acquérir une compétence, c'est forcément du temps long. Et ça a été quelque chose de compliqué à mettre en place parce qu'il a fallu convaincre l'éducation nationale. Et il a fallu convaincre les associations, il a fallu convaincre tous les partenaires. Parce que la spécificité de ces classes à thème, c'est qu'il y a 1 heure sur du temps périscolaire et 1 heure sur du temps scolaire. Mais l'heure sur le temps scolaire, elle doit être co-construite avec l'éducation nationale. Et c'était un petit peu un ovni. L'idée, c'était de laisser la liberté aux écoles de choisir leur thème. Et donc, on a des thèmes sportifs. On pourra les détailler après parce que c'est aussi important, mais j'y reviens. Allons-y, sur les thèmes sportifs. Des thèmes sportifs, des thèmes culturels. On a eu des classes comédie musicale, des classes théâtre, des classes cinéma, des classes orchestre.
Et puis, ça peut être scientifique. On a un magnifique partenariat avec l'école des mines d'Antenne de Fontainebleau, avec des enseignants-chercheurs qui, depuis 3 ans, viennent dans une école faire des sciences avec nos enfants. On peut dire que vous êtes une terre de science à Montreux aussi. Voilà, exactement. C'est votre ADN un petit peu. Un petit peu. Mais sur le sport, alors, déclinez-nous. Donc le sport, en fait, nous, on était beaucoup... on est une ville sur des sports de cité. Les jeunes vont aller vers la boxe, vers les sports d'affrontement, vers le football. Mais il y a tellement d'autres sports à faire. Donc on a essayé de proposer dans ces classes à thème du tennis, de la natation, du golf. Les JO ont aidé dans ce sens? Alors les JO ont aidé un petit peu. Ouais. On a aussi surfé sur cet événement mondial. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, quand les enfants découvrent une activité, en fait, c'est eux qui amènent les parents à l'activité derrière, et on amène un relationnel parents-enfants, association. Et quand on est en plus dans le cadre de l'école, où les enfants, dans le cadre de leurs apprentissages, continuent à travailler sur les thèmes qui ont été choisis, on a tous les partenaires de l'éducation qui sont fédérés, et sur 3 ans, ça fait que les classes aussi ont une cohésion et une ambiance de classe qui est différente. Et ce sont les enfants qui se portent volontaires pour participer à ces classes? Non, c'est les familles. Les familles. CE2, les enfants sont un petit peu sous la responsabilité de leurs parents. Donc c'est aussi un partenariat parce que alors suivant les thèmes, c'est plus ou moins engageant. Mais quand on a une classe orchestre, par exemple, ça veut dire que pendant 3 ans, on va avoir l'instrument à la maison. Que ça va faire du bruit. Vous nous rappelez, parce qu'on a fait toute une émission, c'est vrai qu'on a été séduit vraiment avec Alix sur les classes orchestres. Rappelez-nous ce qu'est une classe orchestre et surtout quel apport, quelle plus-value, quelle efficacité sur le plan éducatif. La première classe orchestre qu'on a montée en 2022, on démarrait de rien. Maintenant, toutes les écoles nous demandent un orchestre. Donc ça montre l'intérêt que ça peut avoir. Ça fédère une classe. Parce que donc sur le temps du midi, les enfants répètent par pupitre, donc une fois par semaine, et ensuite ils répètent ensemble. Ensemble. On est un parmi 24 ou 25, et on est à la disposition des autres, à l'écoute des autres, on n'est pas dans le jugement. Ils ont le même instrument, parce que j'ai vu certaines classes ont le même instrument, ou du coup, là, pour le coup, c'est un véritable orchestre. Chaque classe orchestre a son parc instrumental, et donc on peut vous retrouver tous les instruments que vous avez dans un orchestre symphonique. Et nos jeunes, dès la première année, vont faire des concerts. On a des jeunes qui sont allés à Good Planet dans le 17e, au Conservatoire Maurice Ravel du 13e, au château de Fontainebleau. On a des jeunes qui sont sortis, et avec les parents. Les parents qui voient leurs enfants en réussite. Et ça aussi, c'est quelque chose de formidable, parce que quand on est parent et qu'on voit son enfant en réussite, on gagne aussi en confiance en tant que parent. Donc, voilà, vous me posez la question sur les bénéfices d'une classe orchestre. Pour moi, ils sont... Pour vous, c'est évident. Évident. Ça peut être un bon levier aussi pour lutter contre le harcèlement, quand vous dites qu'ils sont obligés d'être ensemble avec plus de bienveillance. J'ai pas de retour sur... Là, il faudrait que je réfléchisse. Oui, ça fédère. Est-ce qu'on a moins de problématiques de harcèlement dans une classe orchestre que dans une autre école? Je ne pourrais pas vous répondre. Après, sur les problématiques du harcèlement, on a aussi nos dispositifs au niveau de la ville, notamment sur la structure enfance, l'accueil de loisirs avec nos animateurs, où on fait du travail dans les écoles sur le temps périscolaire. Et on a fait une grosse valorisation l'année dernière avec un travail qui est parti des animateurs. C'est eux qui ont fait la proposition de travailler sur le harcèlement. Et on a fait une restitution au mois de mai avec plus de 500 personnes présentes, enfants et parents. Et chaque école avait fait sa production de vidéos. C'était bon, ça c'est un vrai sujet. Mais pour vous dire si la classe orchestre permet ou pas de... Mais sur le vivre ensemble en tout cas, sur l'apprentissage, sur le travail en équipe aussi, j'imagine. Bien sûr. Sur Et arriver à accepter que l'autre fasse pas bien, parce qu'à un moment c'est l'autre qui fait pas bien, mais à un moment c'est moi qui vais faire une fausse note. Et, c'est... Alix. Et plus globalement, vous menez d'autres actions pour favoriser l'accès à la culture auprès des jeunes?
Ces classes à thème permettent aux enfants d'accéder à tous les pans de la culture souhaités, parce que là on a une classe opéra par exemple qui s'est montée l'année dernière, et cette classe opéra elle va sortir, elle va aller voir des spectacles. C'est-à-dire qu'ils font du chant lyrique. Quand vous dites classe opéra, ça veut dire qu'ils apprennent le chant lyrique? Oui, c'est ça, pendant 3 ans. Et ils sont demandeurs? Oui. Ok. Oui, ça paraît oui, étonnant. c'est assez inédit, mais... Et chaque année, au mois de juin, il y a une restitution devant les parents dans notre magnifique salle de spectacle de Majestic. Hein, on a plus de 700 places et la salle est pleine à chaque fois. Et on fait un peu de pression pour eux, là. Devant 700. On fait 2 soirées où les orchestres jouent, les classes comédie musicale, théâtre, cinéma viennent restituer leur travail de l'année. Et quand je vous parlais du temps long tout à l'heure, c'est important parce que sur 3 ans, on voit les progrès. On voit le gain en confiance des enfants quand on les voit sur scène en CE2, quand on les revoit sur scène en CM2, c'est plus les mêmes. Rien à voir, effectivement. Il aura des impacts aussi sur leur scolarité, des impacts directs et immédiats. Vous m'avez beaucoup parlé, effectivement, depuis tout à l'heure, des animateurs. Comment vous les recrutez? Comment ils sont formés? Est-ce qu'il y a une patte Montreux, au final, pour... intégrer au final ce dispositif qui marche très bien, que sont les classes nos animateurs, ils sont tous de bonne volonté, mais on est parfois en difficulté sur les codes et sur les compétences. D'accord. Et ça, c'est une réelle difficulté, parce que là, on est sur un public qui est déjà plus âgé, et pour arriver à faire en sorte que les jeunes soient aux attendus, c'est parfois compliqué. Ça va être, après, c'est des détails, mais c'est la casquette, c'est la petite pochette en bandoulière, c'est... Là, vous parlez des formateurs? Non, je parle des animateurs. Vous posez la question sur les animateurs. Et donc, pour arriver à faire en sorte que tout le monde se professionnalise et comprenne les codes et les attendus, là, on est encore sur du temps long, mais c'est une autre problématique. D'accord. Voilà. Mais on travaille beaucoup pour arriver à faire en sorte que nos animateurs se mettent un petit peu dans le mouvement et à niveau par rapport à nos exigences d'éducation. Stéphane Dervillez, adjoint maire de la ville de Montreux-Foyonne. Vous restez avec nous, c'est l'heure de la loupe, et la loupe c'est avec Alix. Et on reste à Montreux, ma chère Alix, avec un incubateur au service de l'insertion. Oui, tout à fait, un incubateur pensé comme un vrai levier socio-éducatif destiné à rassembler les jeunes en rupture avec le système traditionnel d'éducation et de formation. Ce lieu a été inauguré le 31 mars 2023. Le projet vise à redonner une place à ces jeunes souvent marginalisés ou en quête d'opportunités. Les 16-30 ans de Montreux, on l'a dit, représentent un vrai enjeu social pour une insertion durable et réussie. L'incubateur s'adresse donc à ces jeunes et leur offre un espace de rencontre et d'expression. L'idée est de créer un environnement favorable à la créativité et à la construction d'une identité propre pour ces jeunes. Il y a 2 structures mobiles, c'est ça? Il y a 2 structures mobiles, donc chacune de 24 mètres carrés, installées sur le parking du gymnase de la ville. Le premier conteneur transformé en studio permet aux jeunes de s'exprimer à travers divers supports artistiques, musique, radio, vidéo et photographie. Il s'agit d'un espace d'auto-expression et de production avec des encadrants pour guider et accompagner. Et le second revêt une dimension plus ludique, décoré sur le thème du manga One Piece, que vous connaissez bien sûr. Bien sûr. Il invite à des activités de loisirs comme le jeu vidéo, la lecture ou le visionnage de contenus culturels. Les médiateurs, là aussi, sont présents. Ils initient des projets éducatifs ou professionnels en orientant les jeunes vers des structures de formation ou d'emploi. C'est une sorte de pont vers le carrefour de la réussite qui offre des parcours diplômants et un suivi adapté pour les jeunes en difficulté. Je vous propose une petite visite en vidéo. Allez. Là, nous sommes à l'incubateur, juste en face du gymnase Balzac, un espace qui est composé en 2 parties. Donc là, on est à l'espace créatif. Il y a des jeux de société qui ont été mis à disposition, une télé avec une Play 5, une Mangatech, où les jeunes entre 15, 16 ou 30 ans peuvent se retrouver ici. Juste à côté, on a un studio d'enregistrement aussi pour ceux qui font de la musique, qui composent des instrus ou qui prennent des photos, vidéos. Et là, on va se retrouver tout de suite de l'autre côté pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, nous sommes dans la deuxième partie de l'incubateur, la partie studio d'enregistrement. On a une session web radio qui a été mise à disposition pour les jeunes. On a une batterie,
On a un piano, bref, plein d'instruments pour pouvoir instruire les jeunes à ça. Et là, je suis avec un encadrant qui va vous montrer à peu près comment ça se passe ici. Bonjour, je m'appelle Victor Chadi. Je suis ingénieur son ici au studio de l'incubateur. Donc, il faut savoir que l'incubateur, il sert de passerelle envers le carrefour de la réussite pour permettre aux jeunes de les encadrer professionnellement, que ce soit pour le permis, des stages, etc. Ok, comme vous avez pu le voir, vous avez des encadrants hyper concentrés pour l'accompagnement des jeunes. Et comme là, on est dans un studio d'enregistrement, ce que je vous propose, c'est qu'on parte sur une session de freestyle. Tout de suite, c'est parti. Sans chance qu'il y ait des dégâts, gros. Je pète le score, je me plains pas d'avoir laissé la school. Comment est née l'idée de cet incubateur? C'est une demande des jeunes. Et on a des jeunes qui vont très bien et des jeunes qui sont plus en difficulté. Et l'incubateur est ouvert à tous les jeunes. Et on a commencé par ouvrir un gymnase. Donc, ce qui n'était pas évident. C'est marrant parce qu'en fait, on a même des médias nationaux qui sont intéressés à l'ouverture d'un gymnase. Nous, ça ne nous paraissait pas extraordinaire, mais visiblement, on n'est pas nombreux en France à le faire. Donc, le gymnase est ouvert le vendredi et le samedi de 22h. Pardon, excusez-moi, c'est un gymnase, il n'a rien de particulier, on est bien d'accord. Il est ouvert. Ou alors vous avez annoncé qu'il y a, je sais pas. De 22h à 1h, 2h du matin. Ah. D'accord, ah oui, c'est en cela que Voilà. C'est dédié au sport ou on y fait autre chose? Et donc là, on est beaucoup sur du futsal. D'accord. Et les jeunes qui ont envie de venir courir viennent le soir. Quel contrat vous avez passé justement avec les jeunes justement pour ouvrir une telle structure et à ces horaires-là? Alors, on est sur trois animateurs à temps plein sur les studios, plus un animateur sur le gymnase. Et le contrat, c'est de faire en sorte que tout se passe bien et que chacun respecte les règles. Sûr. Maintenant, on n'est pas très contraignant au niveau des règles. Le but, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que le maximum de jeunes puissent venir. Pour ceux qui vont bien, ça fait de la mixité avec ceux qui vont moins bien. Et ceux qui vont moins bien, le but de l'incubateur, c'est d'arriver à entrer en contact avec eux. Et après, avec un travail de longue haleine, c'est des mois, d'arriver à les convaincre de revenir sur des formations, sur de l'insertion. Sur la dimension de temps chez vous qui est importante, on sent que ça fonctionne, mais il faut s'investir, et il faut s'investir longtemps pour que ça fonctionne. Le temps long, de toute façon, c'est la base de la réussite pour tout. Quand on est sur de l'éducation, de toute façon, vous le savez, c'est votre quotidien. Et on sait, mais l'éducation nationale, on ne sait pas, parce qu'il change tout le temps. sur des dizaines d'années. Donc, bien sûr. Si on espère avoir des résultats en 3 semaines, ou même à l'échelle d'un mandat, je vous dirais, c'est difficile de pouvoir... mais néanmoins, des résultats, vous avez dû en voir, puisque c'était au sortir de la création du gymnase que vous avez décidé de mettre en place cet incubateur, c'est que vous avez vu un effet positif. Alors, le projet, il était global. L'incubateur est arrivé après parce que ça a été long pour avoir les financements pour les containers, monter tout le dispositif. Mais une fois que le container, enfin les deux, je n'aime pas dire container, des structures mobiles, parce qu'en fait c'est quelque chose de temporaire. On est dans un projet de rénovation urbaine en partenariat avec l'ANRU, et à partir du moment où le Carrefour de la Réussite aura son propre bâtiment, on récupérera notre Digital Academy, donc je dirais peut-être un mot tout à l'heure. Oui, c'était ma prochaine question. Très bien. Et donc l'incubateur ira dans les locaux de la Digital Academy. Ce sera un endroit fixe à terme. Voilà, exactement. Beaucoup plus grand. Et donc on accueille des jeunes, c'est pas forcément sur rendez-vous, ils viennent, ils passent, ils restent 1 heure, ils restent un quart d'heure, ils restent 2 heures. Et donc l'espace One Piece, c'est plus du ludique, et puis un endroit où on peut discuter avec le responsable. Et puis le studio, ça répond à une vraie demande des jeunes sur la musique. Mais la musique au sens de la musique de 2024. Voilà. Donc en fait, on est à 100% sur du rap. Mais on n'est pas sur les classes orchestres là. Non, mais même si on peut faire du rap avec les classes orchestres. Depuis le début, je discute avec les animateurs pour essayer, vous avez vu les instruments, pour essayer d'amener les jeunes vers
autre chose que la pure musique électronique. Et moi, je suis sûr, et on y arrivera, qu'on arrivera à faire du rap avec les copains derrière, avec basse, guitare et batterie. Ouais, et en ça, on aura quelque chose d'assez inédit en France, je pense. Concert un peu unplugged, effectivement, et ça fonctionne très bien. Qui était le petit jeune qui présentait justement sur la vidéo c'était le jeune Brian Mialundama qui a joué dans le film Hors Normes, qui avait fait un beau parcours cinématographique, et donc Brian est comédien. Et il vient de Montreux. C'est un pur produit de chez vous? Oui, pur produit de Montreux. En fait, on a deux jeunes qui sont en acteurs professionnels. Il y a Samuel Arnold qui joue dans la série Emily in Paris et Brian Mialundama. Et Montreux. connu dans le monde entier. Comment on appelle les jeunes de Montreux? Les Montrelais. Les Montrelais. Les Montrelais. Voilà, pour les jeunes Montrelais. Justement, comment est abordée la question de l'orientation pour les jeunes Montrelais? Elle est abordée au lycée, déjà, par un forum de l'orientation qui existe depuis 2017, et donc qui est organisé par le lycée. Et on a essayé de faire venir des professionnels. Je n'ai pas l'impression que ce soit courant, ça. Non. Un forum d'orientation organisé par le lycée? Oui, par le lycée, et atypique parce que on fait venir des professionnels et des étudiants. Ils viennent pitcher leur métier, les professionnels, c'est ça, aux étudiants? C'est ça. Et on essaye de couvrir un petit peu tout le panel des métiers. Et les étudiants, c'est des anciens du lycée? Exactement. Okay. Et qui reviennent toujours avec beaucoup de plaisir. Et c'est étonnant, on a des jeunes qui sont très attachés à leur ville et à leur lycée, et qui reviennent, mais même 6-7 ans après, pour parler de leur parcours. L'orientation, c'est aussi, dans le cadre du Carrefour de la Réussite, on a des ambassadeurs de la réussite. Et donc on a fait 2 cohortes de 10, mais la première cohorte a souhaité continuer à rester ambassadeur de la réussite. Donc maintenant, on a 20 personnes avec des âges divers et des parcours qui couvrent aussi tout le champ des possibles, et ces ambassadeurs de la réussite sont là à disposition de nos jeunes pour expliquer les parcours et faire partager leurs expériences. Qu'est-ce que la Digital Academy et dans quelle mesure elle participe à votre stratégie de développement? Donc la Digital Academy, elle a une capacité d'accueil de 60 personnes. Et le but, c'est d'offrir la possibilité aux jeunes de Montreux de faire des études post-bac à distance. Une des spécificités de notre ville, c'est qu'on est un petit peu enclavé. On est à 80 km de Paris, mais quand on doit aller faire des études sur Paris, c'est minimum 4 heures aller-retour par jour. Donc quand on est étudiant... c'est super bien desservi, quoi. C'est très... Non, c'est très bien desservi, mais quand vous allez de votre appartement ou maison en ville haute, une ville haute, une ville basse, c'est assez spécifique. Mais enfin, bref, vous vous rendez à la gare, vous prenez la gare, vous allez à la gare de Lyon, et après vous reprenez un RER, c'est minimum 2 heures. Voilà. Et donc on a des jeunes... Ça encourage certains à faire des études? Oui. Et donc on a des jeunes qui vont être en difficulté à cause de ces temps de transport. Et donc la Digital Academy, on a des partenariats avec plusieurs universités, permettent d'avoir les mêmes offres qu'en présentiel. Mais il y a des MOOC, il y a des... Oui, c'est ça. Voilà. Et puis on travaille avec le CNED aussi. On se rend compte en fait que les jeunes qui viennent à la Digital, pour l'instant, sont plus sur du BTS. Et notamment sur du BTS tertiaire, donc on bosse beaucoup avec le CNED, mais on commence à avoir des jeunes sur des parcours licence, des master, exactement. Ça peut être des mamans qui reprennent les études après avoir passé toute cette période de maternité où forcément c'est compliqué de faire garder les enfants, et donc qui reprennent via la Digital Academy. C'est-à-dire que tout se fait à distance. Typiquement, les jeunes, jamais ils sont avec d'autres jeunes. Ils font tout en remote, quoi. Ouais, c'est peut-être le point négatif de dire on va maintenir les jeunes dans le quartier. Il n'y a pas de vie étudiante, quoi. Voilà. Alors la vie étudiante, on est en train c'est pour ceux qui veulent faire des sciences, quoi. La vie étudiante, non? La vie étudiante, c'est marrant que vous m'ameniez sur ce sujet, parce qu'on est en train de monter un BDE. Alors le BDE, quand on est dans une école, ça paraît tellement évident. Mais quand on est à Montreux,
premier truc, qu'est-ce que c'est un BDE? Et donc, ça fait 8 ans que j'essaye de monter ce BDE. Et donc, j'ai commencé au lycée. Bureau des étudiants. Et c'est un gros défi. Et en fait, les jeunes, comme on part de rien, ils ont toujours la limite du passage au concret. Et donc là, en fait, c'est le carrefour de la réussite via nos professionnels qui vont aider les jeunes à monter le BDE. Et là, on y est, tous les statuts sont faits. Et donc, on aura une vie étudiante à Montereau via la Digital Academy, via les formations nucléaires du lycée, mais via aussi, on a un DNMAD au lycée, des métiers de la mode et du design, licence 1, 2, 3. Donc en fait, on a des jeunes qui viennent de partout en France, qu'il faudra loger, on travaille là-dessus. Et voilà. Bientôt. Exactement. C'est en projet? Plein de projets. Non, le terme campus, en plus, il existe, puisqu'on est labellisé campus d'excellence énergie durable. Et on était avec Valérie Pécresse et le recteur interacadémique le 28 novembre à Saclay pour le kick-off de ce campus. Et ce campus, il a 4 pôles. Et le pôle nucléaire est à Montereau. Voilà. Donc, encore toutes nos félicitations. Merci, et merci d'être venu nous voir, Stéphane Dervillez. Merci beaucoup. Vous êtes adjoint au maire délégué à la vie scolaire, la jeunesse, à l'enseignement supérieur, à la formation et à l'emploi à Montereau-Fauillonne. On embrasse tous les Montrelais. Encore bravo pour toutes vos initiatives et vos réussites. Merci beaucoup. Et on espère vous revoir très bientôt pour d'autres initiatives et encore une fois pour qu'on fasse un point d'étape sur votre offre éducative. Ma chère Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour une autre destination. Ciao.